Donc on va passer au deuxième orateur de cette session, Olivier Hermine, donc professeur d'hématologie à l'Université Paris-Cité, chef du service d'hématologie de l'hôpital Necker et par ailleurs également membre de l'Académie des sciences, qui va nous parler de l'intégration entre recherche clinique et recherche fondamentale. Bonjour, donc on m'a demandé de parler un petit peu de l'organisation de la recherche fondamentale, de la recherche clinique dans l'hôpital du futur, et est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, l'hôpital du futur, il va changer dans son organisation. Je rappelle ce qu'on a déjà dit, je pense, depuis plusieurs jours ici. C'est qu'il a un rôle un petit peu ambigu entre à la fois être le recours pour des maladies rares et pour des soins complexes, mais en même temps de ne pas oublier ce que j'appellerais les soins ouverts à tous, parce que je pense que c'est extrêmement important, notamment pour l'hôpital public. Deuxièmement, on parle toujours de traitement curatif, mais on oublie souvent un peu le préventif, et c'est vrai que l'hôpital parfois a un peu délaissé ce rôle de prévention, et je pense que là aussi il faudra faire des efforts à l'avenir. Et puis de plus en plus, l'image classique des patients qui sont dans des lits va changer, et c'est des patients qui vont être en externe, suivis dans des cohortes, comme on vient de le voir, et c'est ça qui va permettre de faire de la vraie médecine aussi, que j'appelle personnalisée. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que l'hôpital est un lieu d'enseignement, et on apprend tous les jours. Moi, je suis presque à la retraite, j'apprends encore tous les jours avec les plus jeunes et avec les patients aussi qui m'apprennent des choses tous les jours. Voilà. Et puis, il va falloir faire plein d'efforts d'organisation de plateformes, et ça, je vais aller assez vite là-dessus. Alors là aussi, on a parlé juste avant, l'hôpital aussi, il y a un virage numérique avec des dossiers qui sont uniques et qui permettront d'utiliser aussi ces cohortes, notamment pour trier les patients, même pour des décisions thérapeutiques, pour la logistique, et aussi ce qu'on utilise déjà pour le suivi des patients qui sont à domicile. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et pour faire un vaste mot, mais qu'on essaie d'utiliser de plus en plus, mais qui ne se fait pas encore complètement, on vient de le voir juste avant, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, parce qu'on est tous différents, on n'est pas unique, même si on a la même maladie. On l'a vu aussi, il va falloir qu'on fasse attention à l'écologie, et aussi à garder de l'humanité dans cette hyper-technologie, parce que ça aussi, je pense que c'est extrêmement important, et puis aider aussi les patients à reprendre une vie normale dans la vie de tous les jours. Il y a des problèmes aussi de modèles économiques, parce qu'il faut être rentable aujourd'hui, mais en même temps, il faut qu'on soigne des patients qui sont parfois précaires, qui n'ont pas d'assurance, et je pense que c'est notre rôle aussi de le faire à l'hôpital et d'assurer le soin pour le meilleur pour tout le monde. Et puis enfin, comme j'ai dit, il faut qu'on continue à apprendre et qu'on enseigne dans les hôpitaux du futur, à la fois aux personnels médicaux, mais aussi aux paramédicaux, et du premier cycle des études médicales jusqu'aux formations continues des médecins. Et tout ça, ça nécessite, à mon avis, qu'il y ait une recherche qui soit intégrée, à la fois fondamentale, transactionnelle. C'est un mot qui n'existe pas encore dans le dictionnaire, j'en ai parlé une fois à Raphaël Gaillard pour dire qu'il faut qu'il le mette parce qu'on l'utilise tout le temps. Et puis pour la recherche clinique, et il y a beaucoup d'acteurs, et je vais revenir dessus. Alors d'abord, je voulais revenir sur une définition. Qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale? Eh bien, c'est une recherche qui, a priori, n'a pas d'objectif et de but précis, en tout cas pour la santé, et qui permet en fait de comprendre des grands mécanismes biologiques, physiologiques, voire physiopathologiques, et qui vont faire l'objet des innovations futures. Et a priori, on ne le sait pas vraiment, et je pense qu'il faut rester très large dans nos capacités à faire de la recherche sans avoir des buts spécifiques. Mais aussi, ça servira dans le futur, comme je dis, à développer des outils diagnostiques innovants, d'organisation, et aussi à diffuser la connaissance. Et donc ça, a priori, il faut qu'il y ait des financements sans qu'il y ait forcément un objectif précis d'amélioration des traitements. Qu'est-ce que ça sert et quel est l'impact? Et on l'a vu, et je citerai peut-être quelques exemples, mais ça permet de définir des nouvelles thérapeutiques qui soient ciblées sur des grands phénomènes physiopathologiques, et plus on avance dans la granulosité des patients, plus on a des traitements qui sont vraiment ciblés sur une pathologie.
personnalisé pour les patients, parce qu'on n'est pas tous pareils, on est plus âgés, plus jeunes, il y a aussi des différences de race, de sexe, qui font que les médicaments n'ont pas le même impact. On permet d'avoir des diagnostics beaucoup plus précoces, et prévenir des cancers, les traiter quand ils sont précoces et pas quand tardifs, avec des pronostics qui sont beaucoup moins bons, et puis de comprendre des maladies complexes. Et grâce à cette recherche, en fait, eh bien, on fait une formation que j'appelle d'excellence, et on va attirer à la fois les patients, mais les chercheurs aussi, et puis les industriels pour nous aider à financer cette recherche, et puis un impact aussi pour savoir comment mieux s'organiser et être beaucoup plus rentable dans nos traitements. Alors, pourquoi il faut mettre de la recherche fondamentale à l'hôpital? Ça aussi, c'est une vaste question. Je pense que c'est très important, à la fois pour les chercheurs et à la fois pour les cliniciens, d'être ensemble, parce que quand on voit des patients, on voit les vraies problématiques cliniques réelles, et on peut se poser des bonnes questions parfois qu'on ne se poserait pas si on était éloigné du soin et de la recherche, et ça peut être pour les maladies fréquentes, mais aussi pour les maladies rares. Deuxièmement, on l'a vu dans les cohortes précédemment, on a accès aux échantillons de patients, aux données phénotypiques des malades, et ça c'est extrêmement important si on veut faire des corrélations avec ce qu'on fait. Et puis il faut faire, quand on est à l'hôpital, on peut aller beaucoup plus vite pour le transfert de la recherche fondamentale vers les soins. Et puis il y a quelque chose que j'aime bien dire toujours quand on fait de la recherche fondamentale, particulièrement ce que je fais dans mon laboratoire, des fois on n'a pas d'a priori, on fait des recherches sur des grands phénomènes, et si ce qu'on trouve, on le valide grâce à des études de cohortes de patients, même de la recherche clinique simple sur des patients, c'est une sorte de juge de paix que ce qu'on a fait au laboratoire, on ne s'est pas trompé dans les méthodes expérimentales, et que ça nous permet de valider un petit peu ce qu'on fait, même si ce n'est pas forcément toujours l'objectif primaire. Alors, la recherche fondamentale, elle n'est pas isolée, hein. Il y a un continuum, comme on dit, la fondamentale, et on essaye de transférer ce qu'on fait au laboratoire vers le patient, pour augmenter le diagnostic et le thérapeutique, éventuellement de répondre à des enjeux sociétaux et économiques qui sont importants. Et puis après, on essaie de passer à la clinique. Et ce qu'on a démontré, entre guillemets, ou suggéré en recherche fondamentale, il faut le démontrer grâce à de la recherche clinique, et de démontrer que c'est vrai chez les patients en développant des essais cliniques. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de formes d'essais cliniques aujourd'hui, et les formes classiques de comparaison de deux cohortes, d'une même cohorte avec deux types de traitements, est en train d'être dépassée aujourd'hui avec de nouvelles approches beaucoup plus sensibles et spécifiques, et qui nécessitent moins de patients pour répondre à des questions importantes. Alors ça, d'avoir la recherche dans l'hôpital, c'est une sorte de cercle virtuel, puisque avec des observations cliniques, des fois dans le laboratoire on a fait sur un seul patient, eh bien on va faire un séquençage d'un gène, on va trouver une nouvelle mutation et un nouveau processus physiologique fondamental, et ça ouvre des perspectives de recherche qui peuvent être extrêmement longues, productives pour des années. Deuxièmement, quand on fait des études cliniques avec des traitements, eh bien de regarder quels sont les patients qui répondent ou qui ne répondent pas, permettre de développer de nouveaux traitements, mais aussi d'ouvrir de nouvelles possibilités de compréhension et de questions scientifiques. Et tout ça, ça peut nous aider à améliorer la santé publique et l'organisation des patients. Alors, les acteurs de la recherche, ça c'est un problème qui est extrêmement important. Il y a des chercheurs qui n'ont pas de formation médicale, et de travailler avec des médecins dans un environnement médical, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a ce qu'on appelle aussi des médecins chercheurs, des gens qui ont des formations médicales et qui sont partis après faire de la recherche, d'autres qui essayent de faire les deux, j'y reviendrai après, et ce n'est pas toujours très simple, et c'est des acteurs qui sont soutenus par différentes institutions, que ce soit les universités, les hôpitaux, les agences de recherche comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA, etc. Pour soutenir cette recherche aussi, il faut absolument des équipes de soutien, et j'y reviendrai après, on l'a vu, les biobanques, les CIC pour la recherche clinique, qui sont aidés par des directions de recherche clinique, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis des équipes de valorisation et des partenaires. Ça peut être des partenaires industriels, mais aussi, de plus en plus, on voit des patients qui se lient en association pour poser les vraies questions, et qui aident aussi à avancer dans le diagnostic et le traitement des patients. Alors, pour les plateformes, les infrastructures clés dans des hôpitaux, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut avoir l'analyse du tissu, des cellules circulantes, de la génomique, de l'imagerie, et puis des modèles humains,
et aussi bactériens quand on fait, ou viraux quand on fait des maladies infectieuses. Et tout ça, ça peut s'intégrer dans ce qu'on appelle des centres d'investigation clinique. Alors, pour venir, qu'est-ce qu'on appelle les domaines j'étais un peu large de recherche fondamentale hospitalière. En fait, il y a plein de grosses questions, je ne vais pas revenir dessus, qui sont adressées spécifiquement aujourd'hui pour répondre à des grandes questions thérapeutiques, diagnostiques. Mais ce qui est important, vous voyez, on a une tendance à les couper un petit peu en différents morceaux, et je pense que c'est extrêmement important que toutes les personnes qui travaillent sur des thématiques un peu cloisonnées se décloisonnent, parce qu'on l'a vu juste avant, qu'on peut repositionner des médicaments, c'est les mêmes mécanismes physiopathologiques dans différents domaines, que ce soit neurologique, cardiovasculaire, oncologique, immunologique, etc. On l'a bien vu, par exemple, les carticelles pour traiter le cancer, aujourd'hui sont développés pour traiter les maladies auto-immunes, bientôt traiter le vieillissement et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important de décloisonner et d'éviter aussi cette hyperspécialisation. Il faut des hyperspécialistes, mais il faut des endroits où tout le monde se rencontre. Et l'hôpital, qui soigne un peu toutes les maladies, ça peut être un endroit favorable pour ces interactions. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le fameux concept d'une santé unique, d'utiliser des modèles naturels de maladies qui sont beaucoup plus prédictifs que ce qu'on fait quand on fait de la médecine à partir de modèles animaux, de souris qu'on va modifier. Vous voyez qu'on est très proche des chiens chez les hommes et chez les femmes, et que d'utiliser ces modèles naturels, en fait, quand ça marche dans une maladie du chien, ben, ça va marcher chez l'homme. Il y a eu plein de découvertes, hein, l'insuline, les transplantations cardiaques de moelle, ça a d'abord été fait chez le chien avant de passer chez l'homme, avec des succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors quel est l'écosystème actuel? Parce qu'on ne part pas de zéro. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans notre système pour répondre à tout ça. Alors moi, je suis nourri depuis plus de 40 ans par l'assistance publique, donc j'ai un gros conflit d'intérêts, mais je vais quand même en parler, parce que je pense que c'est un modèle qui est souvent décrié, mais qui, à mon avis, est unique et qu'il faut absolument préserver. C'est un bijou qu'il faut préserver à l'avenir et qui est souvent menacé, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous savez, c'est un centre hospitalier, c'est le premier en Europe, hein. Il y a 38 hôpitaux qui travaillent ensemble, il y a toutes les spécialités qu'on retrouve dans cet hôpital, de la pédiatrie à la gériatrie. Alors c'est important pour les soins parce que tout le monde se parle, entre guillemets, gratuitement. On a été formés ensemble dans ces grands hôpitaux, et le fait qu'on soit nombreux, on a toutes les capacités, ça peut faire un foisonnement intellectuel important pour générer de l'innovation. On fait toutes sortes de soins, hein, même à domicile de plus en plus, en ambulatoire. Et puis c'est un lieu d'enseignement extrêmement important, et de recherche, et ça c'est extrêmement important. Vous voyez, il y a presque 3700 projets de toutes disciplines confondues qui sont transversaux, et ça représente 25% de la recherche biomédicale française, donc quelque chose d'extrêmement important. Et cette recherche, en fait, elle permet d'avoir les meilleurs soins pour les patients, j'ai mal rappelé ça, mais et qui permet d'exemplifier les valeurs de la PHP, hein, qui sont un accès égal aux meilleurs soins pour tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important, en respectant des règles, hein, que je ne vais pas reciter ici. Voilà, et je pense que la PHP, c'est un peu le fleuron de l'hôpital public universitaire et de recherche qu'il faut défendre aujourd'hui, parce que c'est un modèle extrêmement important. Alors, je pense, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est qu'on fait beaucoup de recherche. Et la recherche, ce n'est pas seulement la recherche fondamentale, mais c'est aussi la recherche organisationnelle, économique, qui se fait à la PHP. Si tu veux, les réseaux complexes qu'il y a autour de la recherche à la PHP induisent souvent des synergies, mais malheureusement parfois des antagonismes. Donc ça, on y reviendra un petit peu à la fin. Et il y a plein de systèmes d'organisation de la recherche fondamentale et clinique en lien avec la PHP. C'est vrai aussi pour les autres CHU. Mais ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que si on veut garder les médecins, et je dirais même les meilleurs médecins à l'hôpital public, eh bien, il faut les attirer. Et honnêtement, encore aujourd'hui, la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique, et l'innovation, ben c'est ça qui attire encore les gens, parce que c'est finalement une grande aventure humaine de découvrir et d'améliorer, la vie et la qualité de vie des malades qu'on voit tous les jours. Alors pour ça, il y a quelque chose qui est important à la PHP, ce qu'on appelle la direction de la recherche clinique, en fait, et de l'innovation, qui pilote cette recherche, qui essaye de simplifier les choses. On verra que ce n'est pas toujours le cas, mais qui permet de conceptualiser les protocoles cliniques, de les monitorer et éventuellement de les valoriser. Ça, c'est important aussi, parce que parfois,
on l'oublie. On a beaucoup de modes de financement, je ne vais pas revenir dans les détails, mais il y en a beaucoup de publics, mais aussi de privés. Il ne faut pas forcément les opposer, il faut faire attention, mais il ne faut pas forcément les opposer, et jusqu'au même au financement philanthropique. Alors ça, c'est vrai pour la PHP, mais c'est vrai aussi pratiquement pour tous les CHU français. J'ai mis des chiffres ici. Vous voyez, en gros, il y a presque 230 brevets qui sont déposés par an. Malheureusement, tous n'iront pas à l'innovation, à la création d'entreprises ou d'innovation thérapeutique, mais c'est énorme. Vous voyez, il y a 530 programmes de recherche clinique, 14 000 articles qui en sortent. Vous voyez, beaucoup de choses, des chiffres qui sont extrêmement importants et qu'il faut, à mon avis, continuer à maintenir. Alors là, je voulais vous montrer un exemple de cette recherche hyper dynamique. C'était pendant la crise du Covid. On ne savait pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu tout de suite là qu'en recherche fondamentale, eh bien, on avait complètement laissé tomber les infections respiratoires, les personnes qui travaillaient dessus, parce que ce n'était plus un problème. Tout d'un coup, c'est arrivé, et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose. Et là, l'interdisciplinarité de différentes personnes a vite pensé que peut-être le Covid, c'était une hyperréaction inflammatoire, ce qu'on voyait dans les carticelles, par exemple, ou dans certaines maladies inflammatoires, et qu'il y avait des traitements qui marchaient. Et on a essayé de les repositionner, ce qu'on a vu tout à l'heure, et on a testé, alors là, c'était mettre la structure, alors c'était un petit peu unique à cette époque-là, parce qu'on avait tous focalisé notre énergie sur le Covid. Vous voyez, on a pu inclure pratiquement 1200 patients en 3 mois, partir de données fondamentales jusqu'à la recherche clinique. Ça s'est fait extrêmement rapidement en respectant toutes les règles, les comités d'éthique, le suivi, le monitoring, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a testé pratiquement 16 molécules très rapidement. Il y en a une qui est sortie, qui était les anticorps anti-L6 récepteurs. Et vous voyez que pour les patients, il y avait un biomarqueur qui était simple, qui était la CRP, qui disait qu'il y avait une inflammation. Eh bien, chez ces patients-là, on a pratiquement doublé la survie et le non-passage en réanimation. Ça, c'est extrêmement important parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même 800 patients qui mouraient par jour. Et deuxièmement, il y avait des réanimations qui étaient complètement saturées. Et je pense qu'on a évité cette crise, on a été très rapide parce qu'on avait cette structure publique de recherche fondamentale, translationnelle et clinique qui était groupée au même centre de la PHP aux hôpitaux de Paris. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne peut pas faire tous les jours parce qu'on n'a pas ces moyens, mais le modèle est là. Et c'est un modèle qui a permis de sauver, je pense, beaucoup de vies en France. Un autre aspect qui est important, et qui est un plan qui a été extrêmement bénéfique, à mon avis, c'est la création des centres de référence des maladies rares. Des patients qui étaient un peu perdus sur tout le territoire, qui n'avaient pas de soins, et en gros, quand ils voyaient un médecin, on dit on ne sait pas ce que vous avez, on ne connaît pas la physiopathologie, il n'y a pas de traitement, et puis on ne connaît pas le pronostic. Donc des choses qui étaient très déstabilisantes pour les patients. Et donc on a décidé en France, il y a eu ce plan de maladies rares, qui a extrêmement bien marché, avec pour mission à la fois clinique, de faire des diagnostics de maladies complexes, de les regrouper pour définir les meilleures stratégies de traitement, de prise en charge et éventuellement de recherche pour innover chez ces patients grâce à de la recherche fondamentale, à la constitution de bases de données et d'avoir accès à des traitements éventuellement repositionnés ou d'innovation thérapeutique. Alors l'impact, il a été à mon avis fulgurant et c'est à mon avis un des modèles qu'il faut continuer à poursuivre en France, peut-être même pour les maladies moins rares que les maladies rares, puisqu'on a fait des plans nationaux de diagnostic et de soins pratiquement pour toutes ces maladies. Et aujourd'hui, il y a pratiquement, enfin il y en a toujours évidemment, mais ces maladies ont des diagnostics, ont des prises en charge, pour certaines des pronostics et d'autres, il y a eu de l'innovation thérapeutique et on travaille beaucoup avec les cohortes au niveau européen quand c'est des maladies qui sont parfois ultra rares. Voilà. Alors je vais vous citer un exemple, ça c'est aussi ce qu'on a fait nous, sur une maladie rare qui s'appelle la mastocytose, qui est une maladie très hétérogène, à la fois adulte, pédiatre, avec différentes formes. Bon, ce qu'on a pu voir rapidement, c'est qu'il y a des patients, vous voyez, ça c'était aux USA, avec des formes de leucémie qui mouraient très vite. On ne savait pas très bien pourquoi, puis d'autres qui avaient des durées de vie qui étaient quasiment normales. Rapidement, il avait été montré chez le chat et chez le chien qu'il y avait cette maladie-là, qu'il y avait une mutation dans un récepteur à tyrosine kinase. Voilà. Et puis on a développé des inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette maladie, elle existe chez le chien et le chat, avec les mêmes mutations que chez l'homme. Et on a défini une molécule, on a traité des lignées de chiens pour voir si ça marchait chez les chiens. Voilà, on voyait les cellules qui mouraient, on bloquait la kinase en question. Et puis ce qu'on a vu, vous voyez, c'est un chien qui avait une grosse tumeur
qui étaient condamnés soit à être euthanasiés ou à couper la patte pour mourir quelques mois après de métastases. Vous voyez qu'en quelques jours, avec ce médicament, voilà, le chien il était guéri. Alors, il faut savoir que cette molécule, on la développait pour la safety dans le modèle animal, mais qu'on prend l'opportunité de traiter des vrais malades, qui sont des chiens en l'occurrence ici. Et quand ça marche chez le chien, eh bien, vous voyez, après, ça a marché chez l'homme, je vais aller vite, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les formes leucémiques, eh bien, les patients, ils mouraient tous en 3 mois. Vous voyez, maintenant, on est à 80%, à plus de 5 ans pour ces malades. Donc ça, c'était vraiment le modèle de ces maladies rares, et ce n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, hein, c'est celui que je connais bien, mais il y en a beaucoup d'autres. Un deuxième moteur pour la recherche, c'était ce qu'on appelait des plans de laboratoire d'excellence, qui avaient pour objectif de regrouper des gens qui avaient une compétence un petit peu analogue pour essayer de travailler en synergie. Et ça se faisait aussi dans l'hôpital pour bénéficier des cohortes de patients, des technologies qu'il y avait à l'hôpital, avec beaucoup d'acteurs, hein, que ce soit les universités, le CNRS, l'INSERM, etc., et qui étaient intégrés dans les CHU. Et donc, ces LabEx ont utilisé finalement ces infrastructures et puis ils ont développé, pour certains, non pas que de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche translationnelle. Alors ça, c'est le modèle que nous aussi on a développé, qui est un laboratoire d'excellence autour d'une cellule qui n'intéressait plus personne, qui est le globule rouge, hein, qui nous sert à s'oxygéner, on va dire, et il y a plein de maladies. En fait, on est parti de cohortes de patients qui avaient des maladies, alors la maladie génétique la plus fréquente dans le monde, qui est la drépanocytose, mais beaucoup d'autres maladies du globule rouge, et puis de voir si ce globule rouge, s'il n'est pas normal, s'il n'a pas un impact sur la santé globale, que ce soit dans les maladies neurologiques, métaboliques, voire même dans le cancer. Et on avait au début fait regrouper des laboratoires, entre guillemets, de recherche fondamentale, et on a fait des appels à projets pour que les gens travaillent ensemble. Ça, vous voyez, c'est un peu les communications entre les différentes personnes qui ont travaillé dans ces 32 laboratoires pour aboutir après à ouvrir de nouveaux outils diagnostiques et éventuellement aussi thérapeutiques en utilisant des plateformes qui étaient déjà à disposition et en finançant aussi ces plateformes quand ce n'était pas suffisant. Donc quelque chose qui était une stratégie globale des laboratoires d'excellence qui a été aussi, à mon avis, très bénéfique. Alors ça, dans le nôtre, évidemment, comme c'est une maladie qui est très fréquente en Afrique, en Asie du Sud-Est et aussi où les maladies en Inde, eh bien, on a travaillé aussi dans un complexe de santé globale. Hein. On essaie d'apporter, grâce à la recherche fondamentale, des outils thérapeutiques, diagnostiques aussi pour les pays qui sont aussi en voie de développement, et ça a permis aussi de développer des nouvelles thérapeutiques qui sont maintenant sur le marché et approuvées par l'EMA et par la FDA. Et puis finalement, pour finir, il y a les RHU, j'en ai pour 3 minutes encore, les RHU qui sont là, qui sont pour objectif là, clairement d'apporter des outils diagnostiques et thérapeutiques sur des cohortes de patients, et avec des collaborations industrielles pour aller très vite sur le marché. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a marché. Nous, on l'a fait aussi, là, pareil, dans la drépanocytose, où on a montré que finalement les globules rouges étaient capables de libérer une hémoglobine qui était mutée et qui activait les cellules inflammatoires. Et on pense que certaines cellules inflammatoires, dont les mastocytes, puisqu'on travaillait sur les mastocytoses, sont responsables de plein de maladies qu'on voit chez ces patients qui finalement meurent à 45 ans. Et en bloquant ce mastocyte dans les modèles animaux, on améliore la survie des souris. On espère le démontrer maintenant chez l'homme, en ciblant non pas le globule rouge, mais le mastocyte, ce qui était complètement inattendu. Mais ça, on va pouvoir accélérer cette recherche et développer des tests compagnons dans lesquels on a ces malades qui sont les plus souvent. Et puis pour finir, le modèle qui intègre un peu tout ça, ça a été les IHU. Les IHU, qui a été quelque chose d'extrêmement important, qui était nécessaire pour être fondé, d'être appuyé sur une fondation, mais avec des soins dans les CHU, avec de la recherche, avec une unité de recherche comme l'INSERM et le CNRS aujourd'hui, voilà, et de développer sur des grosses thématiques une recherche fondamentale, translationnelle et clinique, avec ces fondations qui permettaient d'avoir des financements beaucoup plus souples et puis de valoriser ce qu'on fait. Alors au départ, je me rappelle, j'en parlerai 2 secondes, à Imagine, la valorisation c'était de faire des papiers dans Science, Nature, le New England, mais maintenant c'est aussi d'amener des nouvelles technologies pour traiter et essayer de guérir les patients. Ça c'est pour Alain Fischer, il dit ça. Voilà, donc en fait ce programme d'IHU qui a été des gros financements, vous voyez, il y a eu plus de 18 000 publications, 1000 essais cliniques, 500 brevets qui ont été déposés. Là encore, un succès, et on a les outils
pour le faire. Donc je passe là-dessus parce que je vais aller vite. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé aussi, pour accélérer un peu ce process, une école d'entrepreneuriat basée sur des projets hospitaliers réels, et puis d'apprendre l'entrepreneuriat, la valorisation et les collaborations avec les industriels ou créer des biotech en apprenant, entre guillemets, et on a créé presque maintenant une vingtaine de biotech. Alors tout ça c'est bien beau, mais il y a plein de freins. Évidemment, les temps protégés pour faire de la recherche clinique ou de la recherche fondamentale quand on travaille à l'hôpital qui est en crise financière, c'est pas facile, il faut vraiment le faire. Il y a beaucoup de lourdeurs administratives et réglementaires pour faire marcher tous ces acteurs ensemble. Aujourd'hui, les financements ils sont fragmentés et à la demande, et il faudrait avoir des financements pérennes, qui durent, qui soient assez massifs, sans forcément, a priori, d'avoir de questions évidentes, parce qu'on l'a vu pour le Covid, par exemple, on avait laissé tomber la recherche sur les infections respiratoires. Voilà, il faut qu'on soit attractif pour les carrières hospitalo-universitaires, et la temporalité n'est pas la même. Quand vous faites un beau travail scientifique, c'est 5 ans de travail. Recherche clinique, c'est plus rapide. Et quand vous arrivez devant votre doyen, on vous dit vous avez fait un papier en 5 ans, allez hop, vous n'avez pas de poste. Donc il faut éduquer ceux qui font les carrières pour apprendre que c'est parfois long. Voilà, bon, ça je passe là-dessus. C'est pour vous montrer juste, ça c'est mon environnement tous les jours. Voilà, si je veux faire une étude de recherche, c'est très complexe, vous voyez, il y a plein de choses. C'est extrêmement compliqué, donc il faut être habitué à tout ça. Ça, c'est mon environnement tous les jours. Vous voyez, j'ai plein d'acteurs différents, donc quand je les mets tous d'accord, moi-même, j'en perds à la tête. Voilà, et pour conclure, aujourd'hui, vous voyez, on a des outils qui sont extrêmement puissants. On a démontré que la France, on était très bon pour ça, pour intégrer la recherche à l'hôpital du futur. Et vraiment pour passer le cap aujourd'hui, je pense, de la vraie médecine personnalisée, qui est encore une chimère, mais avec cette recherche fondamentale et clinique, on va peut-être y arriver. Et surtout, il faut simplifier l'organisation, la formation des gens, l'éthique aussi, et le réglementaire pour accélérer l'innovation. Et surtout, elle coûte moins cher parce qu'il y a un retour sur investissement des médicaments qui coûteront beaucoup moins cher. Et puis, pour l'avenir, on l'a dit pendant ces 2 jours, il faut qu'on reste souverain et pas dépendant forcément des autres, et qu'on amène aux autres, notamment dans les pays qui sont en voie de développement. Voilà, je m'arrêterai là, j'étais un peu trop long, mais je m'excuse. Merci.